Les gardiens de la galaxie ont enterré Marvel! C'était une bête étrange, un peu pataude, pas très rapide, pas très grande, pourtant fine. T'as compris, on vient de râper le dodo, donc maintenant on peut commencer la vidéo. Mes salutations, distinguer ma communauté de dodo. Oui, je vais me calmer, même si je risque de vriller un peu, puisque on va parler de ce film, Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors, synopsis, notre bande bien aimée de marginaux entame une nouvelle vie sur Nowhere, mais il ne faut pas longtemps pour que leur quotidien soit bouleversé par les échos du passé tumultueux de Rocket. Peter Quill, encore ébranlé par la perte de Gamora, doit rassembler son équipe autour de lui pour une mission dangereuse ayant pour objectif de sauver la vie de Rocket. Une mission qui, si elle échoue, pourrait très probablement amener à la fin des gardiens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Avant de démarrer la critique sans spoiler, petite recontextualisation, ce film, c'est avant tout le final de ce qui était considéré comme le meilleur du MCU. Pour ma part, le premier film, c'est mon film préféré de l'univers. Il est épique, drôle et mature. Et je dis bien mature, car le 3 a été vendu comme le plus mature des gardiens. Je reviendrai sur ce point plus tard parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Ce film était attendu, puisque vraiment, les gardiens, on a vraiment envie de faire partie de cette famille, donc on ne voulait pas rater le troisième. Et depuis le début, il nous a jamais déçus, même si le deuxième est un peu en dessous du premier, il reste vraiment très généreux, très coloré, très fun. Et après une phase 4 catastrophique et un démarrage de phase 5 avec Ant-Man 3 ridicule, on attendait ce film comme une sorte de remise à l'heure des pendules de Marvel. Même si le réalisateur, on sait très bien qu'il est parti à la concurrence chez DC, et même si on s'attend à un renouveau chez Marvel, aïe aïe aïe, on sait que les prochains programmes resteront quand même toujours aussi fragiles, ça craint. Sachant que Jonathan Majors, qui nous a été vendu comme le nouveau grand méchant de la saga, après Thanos, ici il y a un gros problème. Parce que l'acteur a eu dernièrement beaucoup d'interpellations, donc il va falloir le recast. Donc vraiment ça craint pour la suite du MCU. Comme un bon nombre de fans, moi je suis fatigué de Marvel après une phase 4 qui m'a fait perdre tout engouement pour Marvel. Oui, j'ai quand même par nostalgie envie de découvrir de bons films, voire même de séries, parce que j'ai trouvé deux séries formidables. Loki qui pour moi était vraiment parfaite dans sa catégorie, ultra kiffante et très inventive. Et WandaVision qui au fil des épisodes nous transportait vraiment, était créative, même si on peut regretter un final facile et assez moche en effets spéciaux. Moi ce que j'avais adoré vraiment avec ces deux séries, c'est qu'à chaque fin d'épisode vraiment, on partait en live sur des... je faisais pas des vidéos, mais je participais à des lives en envoyant des questions sur vraiment toutes les théories. On se demandait toujours, mais qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode? C'était vraiment haletant, hyper hypant. Et ce qui était bien, c'est que oui, il y avait l'attente de une semaine. Et aujourd'hui, c'est vrai que chez Marvel, avec la démultiplication des projets, on a l'impression que demain, il va y avoir le prochain Marvel. Donc il y a une perte d'attente, quelque part, mais quand même, on est toujours intéressé par nostalgie. Donc au final, moi ce film, je l'attendais sans plus. Bah si, quand même, parce que j'adore la famille des Gardiens de la Galaxie, mais j'avais pas vraiment d'attente énorme sur ce film. Je voulais juste euh, une bonne conclusion. Je voulais un film qui me plaise, qui me mette bien, qui soit... Je voulais pas je m'en fichais qu'il dépasse le 1 et le 2, moi je voulais juste que ça fasse une bonne conclusion. Mais comme vous allez le comprendre, ça s'est très mal passé. Donc à la réalisation, on retrouve James Gunn pour la troisième fois, qui nous offre un film plutôt efficace, mais assez fouillis. Il n'y a pas de scène vraiment marquante, vraiment c'est l'épique qui manque, j'ai trouvé. Par contre, il y a une tentative très appréciable d'un faux plan séquence. Je pense que c'est peut-être la chose qui ressort le plus parmi les scènes d'action, parce que sinon c'est pas vraiment incroyable. La mise en scène ne permet pas vraiment de mettre toujours en valeur l'action.
Ce plan séquence est vraiment bien réalisé, bien raccordé. Il nous trompe efficacement, mais quand même, ça devient peut-être un espèce de passage obligé aujourd'hui dans les films d'action, comme on l'a vu par exemple pour les pubs qu'on nous fait autour de Tyler Egg 2. Ouais, il va y avoir un énorme plan séquence. Mais après, moi ça me va parce que j'aime vraiment les plans séquences, mais j'ai l'impression que les réalisateurs se disent aujourd'hui, pour faire un bon film d'action, il faut avoir un plan séquence. Euh, ouais, mais il faut que la mise en scène serve aussi le récit. C'est pas parce que tu fais des bons plans séquences que ton film est réussi. Donc à part le plan séquence qui amène une scène vraiment très cool au niveau des combats, j'ai pas trouvé le reste très spectaculaire. Ça m'attriste parce que vraiment juste à la mise en scène dans le tout premier, j'ai cette scène qui est incroyable, avec ces personnages en ronde qui sont là à discuter entre eux et qui comprennent que autant y aller le tout pour le tout, parce à un moment donné, il faut arrêter de fuir, il faut combattre le mal. Et tout le monde avait envie de se lever. Là, quand j'étais devant le film, j'avais envie... j'aurais voulu pleurer. J'aurais voulu. Donc à la réalisation, ce sera un 0,5 parce que c'est efficace, mais c'est pas ouf. Ensuite, au niveau du scénario, aïe aïe aïe, c'est là où ça pêche énormément. C'est pour moi le point négatif du film. En effet, les personnages, on a l'impression qu'ils sont bêtes, qu'ils n'ont rien appris de leurs erreurs dans les anciens films. Alors là où on me dit que le film est mature, j'ai trouvé l'humour déjà bête, hein. Même s'il y avait des vraies blagues qui étaient vraiment bonnes, comparées à beaucoup de films dans le MCU, le problème c'est qu'elles étaient extrêmement mal utilisées. Il y avait des scènes de dialogue qui entamaient vraiment un questionnement tragique sur les personnages. C'était vraiment intéressant. Et là, d'un coup, bam, on a un clown qui fait une blague. Et là, t'es là, mais t'es conscient que tu viens de détruire toute la narration que t'as essayé d'établir. Juste en mettant ta blague. Donc s'il te plaît, arrête. Et le problème, c'est pas qu'il fait l'erreur qu'une fois. C'est que ça arrive plusieurs fois dans le film. J'ai l'impression que les gardiens de la galaxie, presque, sont devenus une parodie d'eux-mêmes. Et ça fait peur. Le pire, c'est la fameuse scène dans le 1 où ils se regroupent, où ils sont tous alignés. Là, elle est faite, mais un nombre incalculable de fois. Ça devient ridicule. Car oui, même les scènes où on essaie d'étirer, mais alors au maximum le pathos, pour vraiment que tu chiales, j'aurais vraiment voulu chialer. Mais c'était tellement aberrant, toutes les coupures, toutes les ruptures de ton. Les ruptures de ton, faut les maîtriser. James Gunn, tu les maîtrises pas. Si tu veux des belles ruptures de ton, tu demandes à Bong Joon-ho de réaliser un Marvel. Mais je suis désolé, Bong Joon-ho, il va pas vouloir. Parce que Marvel, c'est trop restrictif. J'ai presque eu l'impression de regarder un épisode filler, mais après, moi j'aime bien les épisodes filler, quand ils apportent vraiment quelque chose. Par exemple, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est les 2 premiers épisodes de la saison 2 de The Mandalorian, qui sont vraiment, pour moi, presque mes préférés, en fait, de la saison 2, parce qu'ils apportent quelque chose d'autre. Le reste est vraiment très 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 bien de la saison 2, pas de la saison 3, parce que la saison 3, va falloir en reparler, mais la saison 2 vraiment apportait, à part ces 2 premiers épisodes, des univers qui étaient vraiment intéressants et des civilisations qu'on nous expliquait, on nous expliquait les coutumes et qui étaient vraiment passionnantes à découvrir. Ou encore dans la série The Last of Us, l'épisode 3, qui est incroyable, qui nous raconte vraiment l'apocalypse, mais vu non point comme une catastrophe, une fin de l'humanité, mais ici plutôt comme une renaissance. Ça nous donne vraiment un point de vue hyper intéressant. Mais revenons à nos boutons. Ce qui est terrible, c'est le méchant. Car même si les autres personnages n'ont pas un développement fou, le méchant est pathétique, c'est un des plus nuls de Marvel. On sait qu'on va avoir une origin story sur Rocket, donc ça c'est très cool. On s'attend à un développement vraiment intéressant. Ce qui n'est pas le cas. On nous explique l'histoire, on nous met un pathos énorme, mais on a les clichés du méchant pourri, quoi. C'est vraiment un des méchants les plus ridicules de Marvel. Et pour réussir son film, il faut avoir un bon méchant. Comme en témoigne l'excellent
Avengers Infinity War, qui nous donne vraiment le point de vue du méchant, qui nous fait presque adhérer aux convictions du méchant. Et ça, c'est un véritable renouveau chez Marvel, que j'ai extrêmement apprécié. Car si on détestait le méchant, c'était parce qu'il avait tué tous nos héros préférés. Mais d'un autre côté, il y avait vraiment cette position forte qui, oui, a ses limites, mais qui, en un sens, qui mérite d'être questionnée parce que vraiment, elle apporte une réflexion sur notre société de consommation et à quel point l'engouement qu'on peut avoir, l'amour qu'on peut avoir pour une personne, nous fait préférer la survie de cette personne plutôt que la survie de l'espèce. Donc vraiment, il ne fallait pas du tout rater dans cette origin story la relation entre le méchant et Rocket. Sauf que... Aïe 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 aïe. On aurait pu avoir un méchant vraiment intéressant avec un développement sur sa volonté de perfection, mais non, il reste le méchant qui, certes détestable, mais honteusement oubliable. Quand on entend Maître de l'évolution, on se dit quand même « Ah, c'est un grand scientifique, il va avoir tout un questionnement sur sa position par rapport à la perfection. » Mais non, pendant tout le film, ça va être juste un mec ridicule, même si au début, j'ai trouvé très intéressant la mise en scène et le jeu de l'acteur. Il y a une scène pourrie qui gâche tout, et à partir de là, vraiment, il est ridicule, et ses positions n'ont aucun sens. Il va répéter en boucle « Je veux créer la civilisation parfaite !» Le méchant, c'est juste un débile, donc c'est simple, pour moi, le scénario, c'est un 0-. Au niveau des acteurs, on va dire qu'ils font le taf, ils savent que c'est le dernier film, ils vont faire de leur mieux. Après, je trouve qu'ils sont pas extrêmement bien rendus à l'écran, parfois. Moi, je me souviens d'un Chris Pratt que j'ai découvert dans Les Gardiens de la Galaxie 1, avec un Chris Pratt qui, dans le premier film, était vraiment émouvant avec sa relation avec sa mère, mais qui, en même temps, on avait tellement d'empathie pour lui que les moments où il arrivait à se relever et ne plus reculer devant les obstacles, les affronter, ne plus fuir, sauver l'univers en lâchant une phrase iconique. Immortal! How? Said it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy. C'était tellement badass, c'était tellement épique, et en même temps dans cette scène, il y a toute la relation avec la mère, son arc narratif, il est émouvant, tu pleures, t'as la larme à l'œil. Là, j'aurais aimé avoir la larme à l'œil, ce n'était pas le cas, mais ça c'est à cause du scénario. Vraiment la mise en scène ne met pas en valeur les acteurs, ce qui est vraiment dommage. Ici les acteurs ils doivent enchaîner des gags qui fonctionnent plutôt bien, mais qui cassent la narration et les tentatives de performance d'acteurs. Parce qu'on sait que quand on va voir un Marvel, on n'attend pas des performances d'acteurs de ouf, mais on attend quand même que ce soit efficace au sens où on veut kiffer et on veut pleurer. Donc pour moi ce sera un 0,5 parce que quand même ils essayent de faire quelque chose, c'est pas vraiment de la faute aux acteurs, on aime les retrouver, ils sont plutôt bons, mais c'est la mise en scène qui ne les met pas en valeur. Donc au niveau des personnages, bon, il y a extrêmement de choses à dire, hein. J'en parlerai beaucoup plus profondément dans la partie spoiler, mais disons que le développement de personnages est vraiment affreux, certains personnages ont des développements classiques, certes efficaces, mais pas suffisants, ils sont pas passionnants, et d'autres sont totalement ridicules. Je pense notamment à Adam Warlock, qui est complètement raté, n'apporte absolument rien au film. Il est vraiment idiot, ce personnage. Et le film, qui est avant tout l'origine story de Rocket, bon, c'est très sympa, mais sa relation avec le méchant,
elle prenait un tournant vraiment bon au début, et bam, on a une rupture totale du méchant qui gâche en fait toute la dynamique qu'a essayé d'établir le film. Après les flashbacks, j'ai trouvé que vraiment, au début, ils étaient vraiment intéressants, ils apportaient quelque chose, c'était vraiment le kiff de découvrir le passé de Rocket. Mais j'ai trouvé qu'il devenait de plus en plus encombrant, notamment à cause d'un wokisme dangereux, dont je parlerai en partie spoiler parce que c'est vraiment dangereux ce que fait James Gunn, il est vraiment sur un terrain glissant, et pour moi ça passe pas. Donc pour moi ce sera un 0,5, parce qu'on les aime nos personnages, parce qu'ils sont plutôt cool par moment, mais je l'accompagne d'un moins parce que quoi, le développement de personnage quoi, il est insuffisant voire inexistant. Après au niveau des musiques et du son, bon le son est efficace, c'est très sympa, et ce qui m'a par contre vraiment déçu, c'est les musiques quoi. J'ai été surpris, mais pas dans le bon sens, parce que là, pour ce film, on est plutôt dans la playlist 90-2000. Bon, ça peut être très intéressant, j'ai rien contre ces années, sauf que vraiment, ça fait perdre l'identité musicale des Gardiens, qui était vraiment les années 60-70, c'était très cool. Et là, les musiques, parfois, j'ai trouvé que on rallongeait les scènes pour vraiment mettre la musique en entier. Donc oui, on aime, il y a certaines musiques qui arrivent et qu'on aime bien, mais n'en faites pas tout un plat non plus. De plus, quelle déception de n'avoir entendu qu'une fois le thème si emblématique des Gardiens, pour une scène sans ampleur. Donc pour moi, la musique est efficace, donc ce sera un 0,5, mais accompagné d'un moins, parce que vraiment, la musique, qui était l'identité quand même des Gardiens, elle a vraiment été ratée, car très mal utilisée. Bon, maintenant venons à un point positif, la photographie et surtout les effets visuels. Alors par rapport à tout ce qu'on a vu de la phase 4 avant, tous les autres programmes, vraiment, je veux dire, il y en avait énormément qui étaient moches, notamment Thor 4, où ils utilisaient encore le stagecraft. Je suis désolé, le stagecraft, c'est quand tu veux faire un film cheap. Ou quand tu veux faire une série dans The Mandalorian, c'est très bien, parce que oui, parfois on veut avoir des bons décors. Ce qui est important dans les séries, c'est qu'on s'attache aux personnages avant tout. Là, on a vraiment des effets spéciaux très 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 beaux. Ça change complètement des ratés d'Ant-Man 3. Les effets spéciaux sont vraiment très beaux, le rendu des vaisseaux est vraiment cool, et les animaux 3D sont vraiment attachants. Donc pour moi, c'est un 1 avec un plus, parce que c'était quand même très appréciable. Bon, au niveau du montage, j'ai pas toujours trouvé ça très réussi, surtout dans le suivi des dialogues, car ils servaient avant tout les gags. Donc on a des chants contre chants pour faire des blagues pendant des dialogues, juste hop, on montre la tête d'un personnage, puis on montre la tête d'un autre personnage, hop, comme ça il lâche sa vanne, là il lance une vanne, l'autre il réplique. C'est très efficace, mais ça ne vaut pas le montage minutieux, les raccords vraiment fluides qui rendaient vraiment très puissantes les scènes du 1 notamment. J'en parlais de la scène d'union des gardiens quand ils se mettent en ronde. Celle-là, elle est hyper fluide, les chants contre chants permettent vraiment d'avoir envie de se lever. C'est tout ce qui manque à ce film. Après, on retient quand même le montage impeccable du faux plan séquence, dont les raccords sont vraiment parfaits. Donc c'est un 0,5. Ensuite, pour ce qui est des maquillages et des costumes, c'est vraiment très coloré, c'est très pop, on a vraiment des costumes très intéressants, notamment sur la base des Orgocop. Mais après, les costumes sont peut-être pas aussi badass que dans le 1 et 2. Les personnages, ils avaient vraiment leur propre identité. On se souvient tous de la veste en cuir de Star-Lord, quoi. Ça faisait vraiment partie du personnage. Et là, on a un costume pour toute l'équipe, mais bon, c'est vrai que l'identité de chaque gardien, on a l'impression de l'avoir perdu en quelque sorte. Donc ça restera quand même un 1, parce que visuellement, ça rend très très bien, c'est très beau.
et ce sera un plus, parce que c'était quand même très agréable. Ensuite, les décors, pareil, au niveau des décors qui sont majoritairement en 3D, c'est vraiment très beau, ça fait le taf, c'est agréable. Là, on a vraiment des beaux décors, on a des villes, on a des intérieurs de vaisseaux. C'est réussi, donc c'est un 1 avec un plus. Bon, on arrive au ressenti. Vous imaginez bien que moi, c'est un 0. Je pleure de n'avoir pas pleuré. Bon, mon ressenti, vous l'avez bien compris, j'ai été déçu par le film, je m'en fichais qu'il soit meilleur que le 1 et le 2, je voulais juste qu'elle termine la trilogie de mes héros préférés, et j'ai passé un très mauvais moment en salle. Bon, pas extrêmement mauvais non plus, hein, mais c'est juste qu'au fil des scènes et des tentatives de narration qui auraient pu être vraiment intéressantes, mais qui sont cassées, tout ça, ça a vraiment cassé mon expérience. Le film, j'ai presque envie de l'oublier, même si il y a quand même des idées qui sont très sympas, des blagues qui fonctionnent plutôt bien. Globalement, j'étais déçu par le film. Donc pour moi, c'est un 0 et c'est décevant. Pas détestable, mais décevant. Donc au final, ça nous donne une note globale de 5,5 pour le film. Et ma note, moi, c'est un 5. Bon, on passe à la partie spoiler. Alors là, je vais vraiment déchirer le film. Donc préparez-vous à me haïr intensément si vous avez aimé le film. Donc, on va reprendre en long et en large le scénario, qui ne va pas du tout à mon sens. Donc on va commencer sur le point central du film, c'est-à-dire Rocket, avec une scène qui vraiment, moi je m'étais dit, ah, ça part vraiment bien, avec la mise en scène de la main de Dieu, le créateur, qui va chercher la chose, le matériau avec lequel il va créer une intelligence. Cette scène est vraiment belle, et en même temps, on a peur pour Rocket, puisqu'on sait très bien qu'il a été torturé par cet homme. Puis on revient au présent, on le suit à travers la station, bon c'est sympathique, il y a une bonne musique, mais bon on s'ennuie un peu. C'est les mêmes décors que l'épisode de Noël, qui était pas fou, mais quand même qui était très sympa, cet épisode spécial. Cette scène se conclut sur un Star-Lord alcoolique qui pleure sa Gamora encore et encore. On a le droit à des petites vannes entre les personnages, notamment Cosmo et Kraglin, pour qui le seul développement dans le film, ça va être au début Cosmo qui est un mauvais chien, à la fin Cosmo qui est un bon chien. Ok. Et c'est alors qu'arrive, pendant la nuit, Adam Warlock, qui, alors que tout le monde est couché, il vient tabasser, littéralement, Rocket jusqu'à ce qu'il meure. On ne sait pas pourquoi, il veut tuer Rocket, il le blesse à mort. Adam Warlock est super puissant et les gardiens ont du mal. Car oui, on ne sait pas pourquoi, mais ils se battent contre lui un par un. L'esprit d'équipe des Gardiens de la Galaxie, tu te dis, c'est quand même leur point fort. Donc pourquoi... Bon, ok, on va laisser passer ça, c'est le début du film. Il y a des scènes qui sont très sympas. On découvre une Nebula avec une technologie Stark, avec son bras robotique et ses nanoparticules. C'est très cool. Bon, ok. On a un affrontement contre Drax, on a un affrontement contre Groot. Il y a même Kraglin qui envoie sa flèche juste pour nous dire ah bah t'as vu, ta flèche, elle sert à rien contre ce mec. Alors qu'on sait qu'il a la peau en métal puisque on a vu les Gardiens de la Galaxie 2. C'est là qu'on se dit ah il va nous manquer quand même Yondu parce que là Kraglin, il est pas hyper attachant. Mais bon, Nebula avec une méga lame transperce Adam Warlock qui est obligé de partir parce qu'il a été blessé grièvement. Donc au final de cette scène, il n'y a aucun enjeu qui a vraiment été établi, on a juste Rocket qui est mis dans un coma artificiel parce qu'il est sur le point de mourir. Jusqu'ici tout est encore flou, sauf que on a une scène avec la prêtresse Aïcha qui retrouve son Adam Warlock et qui vient se présenter au maître de l'évolution. Ouh. C'est alors qu'on apprend que Adam Warlock était envoyé pour ramener Rocket. Il a pas essayé de le tuer juste avant. Alors là vraiment,
c'est soit il est trop bête, soit il est trop bête, soit il y a une incohérence, mais on va dire qu'il est trop bête. Bon, on a une excuse de « Ah mais oui, mais en fait, on l'a sorti peut-être un petit peu trop tôt de son coco. Bon, c'est un enfant, donc il est bête. » Bah ouais, mais c'est un peu risible quand tu te dis qu'on t'a introduit un personnage qui est sur le point de tuer. Quand on t'introduit un personnage où t'as l'impression que sa mission c'est de tuer Rocket, et qu'au final on te dit non, faut me le ramener. Et faut me le ramener vivant parce que je veux son cerveau. Bon. Aïe aïe aïe. Après, Adam Warlock en bébé, c'est osé, c'est audacieux. Et ça aurait pu être intéressant de commencer par une introduction de personnages de la sorte. Mais donc laissons faire le génie de James Gunn. Donc ensuite, nos gardiens qui ont essayé de soigner Rocket ont découvert qu'il y a une sorte de sécurité, anti-sécurité qu'il va falloir désactiver. Si je dis sécurité, anti-sécurité, c'est parce que c'est une sécurité pour être sûr que l'animal meurt. Donc ils se mettent en tête de braquer les archives d'Orgocop, une espèce de société de scientifiques corrompus qui vénèrent le maître de l'évolution, qui vivent dans une base qui est visuellement très cool, qui a des super costumes, il y a des vannes très sympas. Sur la base, il y a des gardes qui sont rigolos, ils ont l'air sympas parce qu'ils font des blagues sur les idiots. Oh, vous avez vu, Drax il est idiot. Oh bah, moi aussi j'ai le même, regardez, lui il est idiot. Et bah moi j'étais un peu à sa place quoi, j'avais l'impression d'être pris pour un idiot. Donc pour pénétrer dans cette base, il y a 3 boucliers qui vont traverser. Et pourquoi les ravageurs rejoignent les gardiens de la galaxie à l'intérieur? Après les trois boucliers, ils n'auraient pas pu le faire avant? Non. Et puis la manière dont ils arrivent, ils les abordent, ils les attaquent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a un Sylvester Stallone qui arrive. Ouais, qui va nous arrêter? Puis arrive Gamora, donc on a un Peter Quill surpris, et Nebula nous explique qu'en fait ils ont été appelés en renfort et qu'ils ont été payés. Bah alors pourquoi ils ont abordé leur vaisseau en mode on va vous piller? Bon, d'accord. Donc ils arrivent sur la station avec leur combinaison à couleur fluo. C'est alors qu'on a un dialogue entre Peter et Gamora où on retrouve vraiment l'alchimie entre les deux personnages, avec un dialogue qui sert le propos parce que Peter il est toujours perdu, il a du mal à se réconcilier avec la mort de Gamora, et en face il a une Gamora qui essaye de lui faire comprendre que ce n'est plus sa Gamora et qu'il faut qu'il passe à autre chose. Mais cette scène est détruite par une vanne sur les boutons de couleur. Car oui, les autres, ils ont tout entendu, parce qu'il a appuyé sur le bleu, sauf que le bleu, c'est pour le vert, c'est pour le rouge, le jaune, c'est pour le jaune. Oh, c'est intuitif. Attends, tu viens de me casser une scène qui aurait pu être un minimum intéressant, avec une vanne aussi. Aïe. Ah, ça fait mal. Intuitif, non. Là, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un idiot. Donc il pénètre la station, je pardonne la maladresse de Mantis, parce que pour les combinaisons qui sont mises à la poubelle, quoi. Mais moi, ça me paraît normal, en plein chronomètre, hop, on aurait pu tous faire la même erreur. Par contre, on fait la fameuse scène de Drax. Oh, Drax, c'est un idiot. Oh, moi aussi, j'ai un idiot. Ce qui est triste, c'est que dans le premier Gardien de la Galaxie, Drax, ce n'est pas juste un ressort comique. Il y a des vannes qui sont très drôles dans les Gardiens de la Galaxie 1, mais c'est juste par son comportement, ça fait partie de son identité, et vraiment l'humour qui était apporté dans les Gardiens de la Galaxie 1, ça permettait aux gardiens de s'apprécier les uns aux autres, et il y avait vraiment la création de la famille par la découverte des comportements et des facettes des autres personnages. Et c'était vraiment des quiproquos et des situations qui allaient vraiment être drôles et qui allaient vraiment construire cette famille qu'on aime tant. Dans les 2 et 3, c'est juste un clown, on ne le reconnaît plus, limite il ne sert à rien.
Bon, ensuite, je vais passer les détails du braquage, parce que bon, le braquage est sympa, mais il est pas incroyable non plus. Au final, ils réussissent à choper le dossier, sauf que, oh! Au début, ils avaient bousculé un scientifique du cercle rapproché du maître de l'évolution et qui a supprimé le code pour sauver Rocket. C'est alors qu'on essaye de nous montrer le pathos en une scène où on nous montre les fichiers, les archives, où on nous montre une retransmission de la torture qu'a fait subir le maître de l'évolution à Rocket durant sa création. C'est sympa le pathos, mais bon, on s'ennuie un peu dans cette scène. On voit juste des personnages qui sont là. Bon, c'est triste, il a fait du mal à notre ami, donc c'est un méchant, donc faut aller le taper. Donc, comme ils ne savent pas quoi faire, ils se disent qu'il faut aller voir le méchant et lui demander le code. Bon, ok. La position de Gamora, j'étais complètement dans son sens. C'est-à-dire que elle appelle les ravageurs, elle leur fait bah les mecs, je suis avec une bande d'incapables, vous pouvez venir me chercher. Au bout du fil, elle a Aïcha et Aïcha fait ah, elle nous donne-nous les coordonnées du vaisseau, nous allons vous chercher. Donc Aïcha et Adam Warlock se dirigent eux aussi vers la planète du maître de l'évolution. Entre-temps, on a de nombreux flashbacks qui doivent mettre en évidence les amis d'enfance de Rocket qui sont tous mécanisés. On a un lapin araignée, un morse en fauteuil roulant et une loutre sans bras auquel on s'attache vraiment très facilement et qui doivent aussi mettre en évidence la relation entre le maître et Rocket. Au début, le jeu de l'acteur, il est très intéressant, il est vraiment très sympathique avec Rocket et en admiration quand Rocket vraiment va trouver l'erreur dans son expérience pour évoluer les animaux en des êtres parfaits. Cette erreur, c'est un problème de filtration qui alors crée des cristaux dans les animaux. Un problème de filtration. Pour moi, le maître de l'évolution, c'est un mec qui est super intelligent, qui est un scientifique, il est entouré des plus grands scientifiques de l'univers, et le problème qu'il a, c'est un problème de filtration. À côté, ils passent pour des génies, en fait, les mecs dans Ant-Man, qui cherchent à copier la recette d'Hank Pym. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de filtration. C'est un problème qui paraît presque banal, quoi. Dans Ant-Man, la complexité du sérum, c'était vraiment qu'il fallait trouver la recette et la dose parfaite pour pouvoir rétrécir les gens. Donc déjà, la communauté scientifique ici, elle est tournée en ridicule. Mais bon, si on passe à côté de ça, je me dis ah, ça peut être intéressant parce qu'il s'attache à sa création, parce qu'il l'admire. Pourtant, ça va être intéressant puisque il devrait se questionner sur le fait que comme sa création est meilleure que lui, alors peut-être il devient obsolète en fait. Et donc s'il est surpassé par le génie de son être parfait, peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce de relation père-fils pour lui donner envie de reprendre ses recherches. Ou en tout cas, comme il y a de la fascination pour lui, si il veut juste récupérer son cerveau, il sait très bien que ça va mettre à mort ce personnage qu'il admire tant. C'est peut-être sa marionnette, oui, mais c'est sa création, c'est sa plus belle création, c'est son chef-d'œuvre, Rocket. Mais non, il ne va jamais se questionner, il va toujours dire « Moi, je suis juste là pour créer la civilisation parfaite !» Il faut en plus montrer qu'il est méchant, donc il y a tout un retournement de situation des plus banales, où là vraiment il va rester le même personnage idiot pendant tout le film, parce qu'il lui dit « Ah, mais en fait, tu n'iras jamais comme tes amis, ni toi ni tes amis n'iront dans cette colonie, parce que vous êtes moche, vous ne pouvez pas être parfait parce que vous êtes moche. » Sauf que j'ai pas compris. Il est installé sur une planète, il est en train de faire une colonie de plein d'animaux qui sont bêtes, sachant qu'il va avoir le cerveau de Rocket et qu'il va pouvoir créer la civilisation parfaite. À quoi ça lui sert de créer toute une planète plein d'animaux alors qu'il va avoir le cerveau de Rocket?
De plus, il y a une rupture de totale, il y a cette espèce de relation père-fils qui aurait pu être très intéressante. Ici, elle sert à rien, quoi. S'il n'avait pas expliqué la véritable condition des animaux à Rocket, il aurait pu juste récupérer son cerveau et puis c'est tout. Non, là, on a vraiment le... Il faut vraiment faire que le méchant, ce soit le méchant. Alors, il faut qu'il pète un câble et qu'il y ait des je trouve méchant. Donc en plus, il faut le montrer en train de tuer ses amis, et notamment la loutre. Quel cliché. Un cliché qui est critiqué dans Kingsman 1 à la rigolade avec l'excellent Samuel L. Jackson, qui doit tirer sur un des agents pour dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je tire pour qu'on dise que je sois le méchant ?» Donc les gardiens arrivent sur cette planète. Drax et Mantis doivent rester avec Gamora à surveiller Rocket, et de leur côté, Star-Lord, Groot et Nebula vont à la grande base du méchant, qu'ils n'ont pas vue quand ils sont arrivés, alors que quand même elle est assez énorme. Ils arrivent à la base, il y a un gros cochon, gros méchant cochon qu'on va l'appeler, qui donne une espèce de vision d'horreur, quoi. Il a des cicatrices, il est tout mécanique, il est affreux. Mais bon, ça va, c'est très lisse, il est très beau, c'est le bon gros méchant cochon. On nous montre pas les scènes de torture de Rocket, ni la carbonisation ridicule d'un ravageur par Warlock. Par contre, on nous montre des cochons mécaniques, et d'autres animaux aussi mécaniques. Mais bon, ils ne sont pas vraiment horrifiques. Bon, oui, ils sont affreux, mais ça témoigne pas tant de l'horreur que des scènes de torture. Après, peut-être que j'en demande beaucoup avec des scènes de torture, mais c'est juste que Les Gardiens de la Galaxie, c'était une saga mature. On m'a vendu le film comme un film mature, donc je m'attends pas à ce que ce soit un film pour les enfants. Parce que ceux qui ont grandi avec le film ne sont plus aujourd'hui des enfants. Le premier film, c'était il y a 10 ans. Donc pour moi, c'est une conclusion pour les fans. Donc au final, il n'y a aucune scène qui me fait vraiment peur ou qui est angoissante. C'est juste des détails décoratifs. C'est alors que Warlock arrive au vaisseau, où il ne trouve que Gamora, car Drax et Mantis sont partis parce que Drax avait envie de faire de la moto. Ok. Sauf qu'entre-temps, Star-Lord rentre dans le piège, non, le face-à-face, avec le méchant, qui lui dit « Je veux créer une civilisation parfaite !» Et Star-Lord lui rétorque « Mais ta planète, elle est trop nulle. T'as pas vu, il y a plein de gens qui y disent, il y en a un qui se tape sur la gueule. » Alors le maître de l'évolution se dit « Ah oui, c'est vrai. Bon, bah alors je vais exploser ma planète. » Bah, je veux bien, mais tu savais très bien qu'elle était très nulle, ta planète. Hein, on l'a appris dans les flashbacks. C'est que maintenant que tu changes de civilisation. Ok. C'est le maître de l'évolution, il fait une expérience énorme et il ne se rend même pas compte qu'il est nul. Il va pas sur le terrain, qu'est-ce qu'il fout en fait? Bon, bien sûr, avant de détruire la planète avec son vaisseau, il s'envole. Donc Groot et Peter doivent fuir, ils sautent par la fenêtre. Après une scène plutôt cool de gunfight avec tous les bras de Groot. Or, le maître de l'évolution, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'il fout? Il maîtrise la gravité, alors pourquoi ne met-il pas ses deux mains et pouf, il ferait des chocs à pic? Mais non, il se dit qu'ils sont trop bêtes, alors il les laisse s'échapper. Sauf qu'ils font tomber avec eux le scientifique auquel ils arrachent la mémoire implantée dans son crâne, scène qui aurait pu lâcher un petit peu de sang, parce que quand même il arrache sa partie électronique. Et en plus, on nous le met dans un ruisseau qui est assez sale, donc il aurait quand même pu avoir quelque chose, quelques émanations de sang, ça aurait pas été très dégoûtant. Là, vraiment, il n'y a aucun personnage qui souffre. Donc, il récupère le code, il sauve Rocket, car Gamora, oui, est revenue sur le vaisseau, puisque Warlock a tenté de sauver Aisha, mais elle a été explosée, donc en même temps, lui aussi, il a reçu plein d'explosions, donc il est affaibli. Donc Gamora l'a enchaîné. Pendant ce temps, Nebula, Drax et Mantis arrivent à s'enfuir de la planète en s'agrippant au vaisseau du maître, et ils se font capturer. Et qu'est-ce que dit le méchant ? « Livrez-moi ce que je veux ou je tue vos amis !» Nos héros veulent alors sauver leurs amis et attaquent ce vaisseau qui s'apparente à une mission suicide.
Suicide Squad? James Gunn, qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, non, les Gardiens de la Galaxie. Mais agréable originalité du scénario que je n'avais pas vu arriver, c'est vraiment que le QG est une véritable base qui bouge. Il sort un canon d'un de ses yeux, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Ça sert à quoi d'avoir 4 canons à la suite? Bon, ok. Ça fait boum. En tout cas, ça fait boum sur la station du méchant. En tout cas, ça fait boum, 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 boum sur la station du méchant. Donc les gardiens entrent, ils veulent sauver leurs amis, qui arrivent eux-mêmes à se libérer. Waouh, la puissance des méchants, ils ne sont même pas foutus de garder leurs prisonniers. Aussi, on est très agréablement surpris de retrouver nos Abilisques, ces créatures qui bouffaient des batteries dans les Gardiens de la Galaxie 2. Sauf que là, je me suis dit, attends, les Abilisques, comment on nous les avait présentés? On nous les avait présentés comme des pieuvres qui se baladent à travers les dimensions, en quête d'énergie, qui ouvrent des portails. Donc, elles auraient pu s'enfuir du vaisseau. Donc, pourquoi elles sont coincées dans le vaisseau? Bon, d'accord. Alors, le méchant, il sent bien que c'est la mouise, alors il envoie son armée d'animaux mécaniques. Sur Nowhere, après plus de 2 heures de film, Kraglin utilise enfin sa flèche, par une scène pas ouf qui se finit par un Cosmo qui écrase par télépathie de manière quand même très badass. Entre deux murs, le méchant, et c'est alors qu'il devient oh, good dog! Sur la station, c'est là qu'arrive le faux plan séquence qui est vraiment très très cool, très jouissif, avec des gardiens super badass, et notamment une Nebula qui craque dans toutes les parties de son corps, c'est très très cool. Ils vont alors sauver la nouvelle civilisation de Tchoup Tchoup, qui elle aussi est nulle, mais pourtant le maître l'a gardée. Pourquoi? De son côté, le méchant, ses gardes se mettent contre lui parce qu'ils sentent très bien que c'est fini pour eux. Sauf que le méchant, il est là. Méga explosion de gravité! Y'a tout qui pète! Waouh, tout le monde est désintégré! Quelle puissance! C'est là que tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi il ne va pas les attaquer lui-même? Parce que là, il est ultra puissant, il peut les défoncer en 2 secondes. Les gardiens, ils vont sauver les enfants, et de son côté, Rocket va vouloir sauver les animaux. Et les gardiens lui font quoi, les animaux? Rocket doit affronter le grand méchant où on ne sait plus où il en est, s'il veut capturer Rocket ou si finalement il veut juste le tuer. Donc Rocket l'affronte, mais bien sûr il a un petit peu de mal, donc là on a une unification des gardiens qui arrive à le maîtriser. Mais attends, 2 minutes plus tôt, on a vu que... BAM! Explosion! Bah non. D'une scène à l'autre, en fait, il perd ses pouvoirs. Ah bon? Il peut vaporiser à tout instant tout le monde autour de lui, et... Bah pourquoi il l'a pas fait? Parce que même si, ok, peut-être qu'il voulait garder Rocket... hop, avec la gravité, il le met dans une salle à l'autre bout, et puis hop, il désintègre tous les gardiens. C'était fini. Mais non. Il faut qu'il se fasse maîtriser, parce que c'est le méchant, et que les gardiens, c'est les gentils. Mais juste avant, dans le face-à-face juste contre Rocket, il faut quand même faire une référence au passé, il faut montrer que quand même, il y a toujours cet aspect où Rocket est supérieur, il est beaucoup plus intelligent que le méchant. Donc quand le méchant le fait valdinguer dans tous les sens avec sa gravité, Rocket est là, il fait botte de gravité. Ok, was that cool? No. Ce que j'entends par là, c'est que même dans les Gardiens de la Galaxie 1, Rocket, il est vraiment très bien rendu. Il est vraiment très malin. On a tout le plan quand il est dans la prison où il nous déroule tout le plan, tout ce qu'il veut faire. Il lâche plein de petites blagues qui sont délicieuses et il prend le contrôle de la station parce que il est malin. Oui, la scène fait référence à cette scène de prison où il met en apesanteur toute la station pour se débarrasser des gardes. Mais c'était bien, c'était très bien fait. Là, c'est pas appréciable. C'est attendu, déjà vu et risible. Donc comme le méchant est maîtrisé ensuite, les gardiens, on ne sait pas pourquoi,
ils vont contre leurs convictions, c'est-à-dire ils sont là, ils font « Ouais, vas-y, bute-le, Rocket, bute-le !» Et là, il fait « Bah non, je suis un gardien de la galaxie. » Bah oui. Bon, ils vont donc aider les enfants, et Rocket demande à ce qu'on sauve les animaux. Mais les autres, ils lui disent « Quoi, les animaux ?» Donc Rocket dit « Bah oui, t'as pas compris un peu, c'est tout l'intérêt du film de montrer que les animaux, ils sont maltraités par les hommes. Et surtout les scientifiques qui sont tous des gros nuls. » Donc ils sauvent les animaux en mode arche de Noé, même les abilisques qui écrasent des animaux au passage. On n'a pas de bruit de scrotch, ni de paf le chien. Sauf que le vaisseau se décroche et Star-Lord n'a pas pu arriver sur le vaisseau. Et c'est là que... Oh, il est bloqué dans l'espace. Il faut aller le chercher, mais on n'a rien. Il est en train de geler. Mais là, je me dis, attends. Star-Lord ne peut pas se déplacer dans l'espace. Ce qui faisait l'identité de son personnage, c'était quand même qu'il avait des propulseurs aux pieds. Tout le temps. Et que même dans le 2, plusieurs personnages les utilisaient, parce que c'est quand même super utile dans l'espace. Là, bah non, on le voit sur le point de mourir. Et tu comprends qu'il va pas mourir, quoi. Tu peux pas faire mourir un personnage avec ses joues qui gonflent. On sait pas pourquoi ses joues gonflent. C'est ridicule. Et les gardiens sont tous là. Oh non, Peter, tu vas mourir. Donc pendant 2 minutes, ils sont tous là. Wouah. Et au bout de 2 minutes, Adam Warlock se dit ah, il me faut peut-être une rédemption, donc je vais aller le chercher. Donc il va le chercher, hop. Ah bah, happy end. Au final, pas de mort. On a essayé de nous faire croire qu'il allait avoir une mort tout du long, mais non, nous n'aurons pas de mort. Et heureusement, parce qu'elles auraient été pathétiques. En comparaison, la mort de Yondu, son sacrifice ultime à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, mais c'est tellement triste, on lâche sa larme. Là, si Star-Lord était mort avec ses joues, alors là, ça aurait été ce que la mort de Marion Cotillard est à The Dark Knight Rises. Sauf que vraiment, l'intervention de Warlock qui est là et qui pendant 2 minutes contemple les Gardiens de la Galaxie en train de chialer, bah... faut arrêter de nous prendre pour des idiots, quoi. Tu vas le chercher, quoi. T'es en train de te mettre du côté des Gardiens de la Galaxie, tu regardes un mec crever, tu te dis pas « Ah, je vais les sauver, je suis super rapide, j'ai des super pouvoirs, je suis super puissant, je pourrais faire quelque chose. » Non, je les regarde chialer, et comme ça permet de faire croire qu'il va mourir, et hop, je suis là, je suis le héros. Bon, les gardiens fêtent la victoire en dansant, et en disant qu'il faut, pour certains, prendre un peu de distance. Mantis par ce qui rend triste le pauvre Drax qui dans tout le film, bon, la relation entre les deux c'est juste des clowneries. Moi dans le 2, il commençait vraiment à se lier, il y avait une espèce de couple presque qui arrivait, qui aurait pu être intéressant entre la douceur de Mantis et la violence de Drax. De son côté, Gamora rentre chez les Ravageurs, qui est sa vraie famille, donc c'est bien, parce qu'ils ne sont pas tombés dans le cliché de « Ah, elle va quand même se dire que sa famille c'est les gardiens, et elle va retomber dans les bras de Star-Lord ». Ça, c'était vraiment une bonne initiative, de ne pas tomber dans le cliché. Et de son côté, Peter Quill, lui, il retourne sur Terre pour aller voir son grand-père, parce qu'il se dit « Ah, mais j'ai peut-être été un petit peu bête, parce que, en fait, quand je suis retourné sur Terre, je suis pas allé voir mon grand-père ». Viennent alors les scènes post-génériques, la première qui est vraiment très cool, j'ai trouvé, avec un sauvetage d'une planète, avec la nouvelle petite équipe, donc, qui discute de musique, après un gardien de la Galaxie 4 juste avec eux, ça tiendrait pas du tout, ça ne me hype pas du tout, et après, à la deuxième scène, le légendaire Star-Lord reviendra. Bah, le légendaire Star-Lord, moi, il n'est toujours pas revenu, c'était le légendaire Star-Lord, c'était celui du premier. You said it yourself, bitch! We are the Guardians of the Galaxy! Donc, ouïouïouï, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Bon, si avec ça vous ne comprenez pas que le scénario ça ne va pas du tout, je peux aller me faire voir. Mais bon, il y a un point vraiment sur le wokisme que je voulais discuter car il me pose beaucoup de problèmes. Parce que oui, comme James Cameron, qui avait voulu montrer les océans, sa fascination pour eux, ici on met en exergue la maltraitance animale,
On montre les scientifiques comme des idiots qui devraient arrêter de faire des tests sur les animaux parce que, oh c'est triste, regardez, on fait des expériences sur eux. Sauf que la matière dont on nous montre les scientifiques, déjà on nous dit que c'est les meilleurs des meilleurs et on les montre comme des gros nuls et on fait exprès de montrer que c'est des charlatans. Superbe image, sachant que Marvel a une empreinte vraiment importante sur les gens qui vont voir ces films parce que oui, les gens qui vont voir ces films c'est surtout pour le kiff, c'est du divertissement, c'est pas des gens qui vont voir des films d'auteur, la plupart, et en faisant passer des messages pareils, c'est dangereux. On dit que s'il y a de la maltraitance animale, c'est à cause des scientifiques qui sont tous des grands nuls, sauf que, mesdames et messieurs, pourquoi on vit dans un monde aussi paisible? C'est justement parce que la médecine nous a apporté énormément de choses et qu'on a fait de la recherche. On a testé nos produits sur des animaux de laboratoire. Oui, vous pouvez nous dire que c'est de la maltraitance, mais vous ne pouvez pas dire qu'il faut arrêter les tests sur les animaux. Sauf si vous voulez retourner à un état moyenâgeux et faire face à des pestes dévastatrices tous les 20-30 ans. Vous pourrez dire « Oh oui, mais on a le choix entre la peste et le choléra, en fait. » En fait, bah oui, mais la peste, elle est abominable, et le choléra, il nous amène une vie paisible et pleine de progrès. Donc que ce soit les médicaments, les vaccins qui sont testés sur les animaux, après avoir connu une crise pandémique de coronavirus, vous devriez comprendre la dangerosité des maladies telles les virus, et donc la nécessité de trouver des solutions. Donc ne blâmez pas la maltraitance animale chez les animaux de laboratoire, je ne dénigre pas les activistes, mais pour moi, ce qui mérite vraiment un combat, ce sont surtout ceux qui se battent contre la maltraitance dans l'industrie alimentaire, telle dans les abattoirs, là où les conditions de vie et de mort des animaux sont impitoyables. Mais ce ne sont pas des scientifiques dans les abattoirs. Donc quand on fait un sujet sur un thème tel la maltraitance animale, faut au moins le questionner et puis en trouver les limites. Mais faut pas dire que « Oh, c'est à cause des scientifiques qui sont tous des gros nuls ». C'est un dénigrement de la communauté scientifique et c'est très triste parce que beaucoup de gens vont y croire bêtement. Bon, je vais conclure cette vidéo parce que de toute façon, je sais très bien que je vais avoir des commentaires négatifs parce que je vois des critiques partout. « Oh, je chialais !» Bah, excusez-moi, j'aurais aimé chialer, hein. Mais non, parce que vraiment, il y avait trop de choses qui cassaient la dimension tragique qu'aurait pu avoir le film. Après, il y en a qui reconnaissent les défauts du scénario, mais qui ont pleuré, tant mieux pour eux. Moi, je suis ressorti du film en étant dans le même état d'esprit que le mec qu'on vient de traiter d'idiot. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez apprécié, si vous avez des choses à redire par rapport à mes arguments. Et si vous avez des arguments intéressants, je pourrais y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Et si vous voulez me supporter, même si je suis affreusement insupportable, vous pouvez toujours vous abonner. Donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On ferme le rideau.